pour faire un petit point de vocabulaire, ici on parle de François de Paul et partout ailleurs, vous allez entendre le guitariste appelé François de Fossat. Donc nous on a mis François de Paul parce que comme l'a fait remarquer Monsieur Larguet, François de Fossat c'est son père. Donc c'est juste pour pouvoir différencier les deux personnages. Donc François de Paul de Fossat, que j'appellerai tout simplement François dans la suite parce que sinon on ne va pas s'en sortir, il est né en 1775, donc dans une famille de l'élite roussillonnaise, je ne vais pas revenir là-dessus. Et il a un début de vie tout à fait classique, qu'on connaît assez peu, mais il a fait des études et tout le destiné certainement à marcher sur les traces de son père. Il est orphelin de père et de mère relativement jeune. Il perd sa mère quand il a 11 ans et son père quand il en a 14. Et en fait, c'est sa sœur aînée, Thérèse, qui est également sa marraine, qui va poursuivre son éducation, aidée certainement par une sœur de François de Fossat qui s'appelle Joseph et qui est restée vieille fille et qui vivait avec eux dans la maison familiale. Donc même après le décès de son père, qui est mort en août 89, donc juste après le début de la Révolution, François continue dans la lignée familiale, c'est-à-dire qu'il finit ses études et il rentre à l'université en droit en 1791. Donc, dans les premiers temps de la Révolution, son parcours ne dévie absolument pas. En revanche, tout bascule en 1793, puisque en avril, il prend la décision d'émigrer. Donc, on peut avancer plusieurs hypothèses qui vont expliquer son émigration. Il faut tout d'abord rappeler qu'il a 17 ans, c'est encore quelqu'un qui est très jeune et par conséquent certainement aussi influençable. Il est issu d'une famille, et ça on le sait par ce qu'il écrit à sa sœur Thérèse, qui est attachée à la dynastie des Bourbons. C'est Louis XVI qui a anobli son père quelques années auparavant. C'est quelqu'un de profondément catholique et comme une grande partie de la population roussillonnaise, il rejette la constitution civile du clergé. Donc, et ça, il en fait une condition sine qua non de son retour en France, c'est-à-dire que tant que la constitution civile du clergé n'est pas abolie, il considère que son retour en France est impossible. Et ensuite, il y a eu l'exécution de Louis XVI quelques mois précédemment, mais l'élément certainement déclencheur, c'est l'incursion des troupes espagnoles en Roussillon. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus facile d'émigrer quand vous aviez une armée contre-révolutionnaire à vos portes que si vous habitez dans le centre de la France. Donc, en avril 1793, les Espagnols prennent Séry et on assiste à une vague d'émigration de Roussillonnais qui décident à ce moment-là de rejoindre les troupes espagnoles contre-révolutionnaires pour lutter contre la Révolution, et c'est ce que fait François de Fossat. Très précisément, quel est son rôle pendant ces années-là? C'est difficile à savoir. On sait qu'il était volontaire distingué dans le bataillon de la Reine. Dans quelle mesure il a servi et quels sont ses faits d'armes, c'est assez obscur. Il a assisté au bombardement de Collioure par les Français, donc il a eu des faits armés. Et quand la paix de Bâle entre la France et l'Espagne se profile au printemps 1795, alors que son régiment doit rejoindre l'Andalousie, il se fait porter pâle pour pouvoir rester en Catalogne, pas loin de la frontière et à proximité de sa sœur qui est restée en Roussillon. Donc quand la paix de Bâle est signée, il a quitté l'armée, il est installé en en Catalogne. Et il cherche du travail, sauf que il a une vingtaine d'années, il n'a aucune formation puisqu'il n'a pas fini ses études. Il est pour lui hors de question de rentrer en France, donc il bénéficie de solidarité familiale côté espagnol, et surtout, pendant ses années de service, il a fait la connaissance du commissaire des guerres Manuel de Silla, qui est le parent de Miguel de Asensa, un haut fonctionnaire espagnol, qui vient d'être nommé vice-roi du Mexique. Et donc là, il a l'opportunité de rentrer dans la cour, si on peut dire, de Miguel de Asensa, de devenir son page et de le suivre dans les Amériques espagnoles. Pour ça, il faut faire un petit mensonge pieux. Les Français n'ont pas le droit de participer à ce voyage. Donc, il se fait passer pour un Catalan de l'Empourdan. Comme le disait justement Gilbert Larguet, il est trilingue. Donc, lui, il est même plus que trilingue, puisqu'il a très rapidement appris l'espagnol, mais il parle parfaitement le catalan, et c'est pas un problème pour lui de se faire passer pour un Catalan du Sud, alors que c'est, entre guillemets, un Catalan du Nord.
Donc grâce à ce petit subterfuge, il part très optimiste, très plein d'entrain et persuadé qu'en gros il va faire fortune, puisque jusqu'à présent il vivait plus ou moins au crochet, si on peut dire, de sa sœur, qui est restée en Roussillon, qui, pendant qu'il était en Catalogne, lui faisait passer des menus objets, du petit linge, sa guitare, c'est un des premiers objets qu'il réclame une fois que la guerre est terminée, et elle lui fait également passer de l'argent par l'échangeur, un système assez simple. Et donc il voit l'opportunité de partir au Mexique, faire fortune en peu de temps et pouvoir rejoindre sa sœur bien-aimée, riche, et pour qu'ils vivent heureux à la suite de leur jour. Il déchante très rapidement. Déjà, il ne peut pas partir au Mexique dès 1797 comme c'est prévu à cause du blocus que les Anglais font sur le port de Cadix. Donc il passe 1 an à Cadix à attendre que le bateau s'en aille. Donc 1 an pendant lequel c'est pas qu'il ne fait rien, il l'épage, mais il n'a pas d'appointement puisqu'il n'est pas au Mexique. Donc il ne sera payé qu'à partir du moment où il sera sur le sol mexicain. Il est logé et nourri, mais il n'est pas vêtu. Et bien sûr, tout ce qui est du domaine des menus plaisirs n'est pas pris en compte. Donc sa sœur continue à ce moment-là à l'entretenir. Finalement, le convoi qui amène Miguel de Asenza, le vice-roi du Mexique, à Mexico, part au printemps 1798. Et François arrive à 23 ans dans cette Amérique qu'il a tant espéré. Sauf que il déchante très très vite. Il était persuadé qu'il allait faire fortune en un claquement de doigts en arrivant au Mexique. C'est absolument pas le cas. Déjà, il est page, mais ça lui rapporte pas grand-chose. Et il n'arrive pas à obtenir un emploi lucratif. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen pour lui d'avoir un emploi lucratif. Il s'ennuie. Il trouve que les Mexicains sont des brutes. Il trouve que c'est un pays sauvage. Que les mœurs sont dépravées. Donc il voit vraiment que des côtés négatifs à ce pays-là. Il dit qu'il vit en ermite, qu'il n'a aucun ami là-bas. Et finalement, il se résout à rentrer dans l'armée pour obtenir une solde plus importante. Donc il devient militaire et il rejoint la compagnie des cadets d'Acapulco en 1801. Mais il s'y plaît un petit peu mieux qu'à Mexico. Il se rend utile. Il fait office de secrétaire. Ça, c'est une constante, en fait. Déjà, quand il était à Cadix, il faisait office de secrétaire pour le vice-roi. Il a fait office de secrétaire à Mexico et il continue également à Acapulco, tout simplement parce qu'il s'exprime très aisément. Il se vante, et certainement à juste titre, de maîtriser l'espagnol mieux que des Espagnols. Et il a aussi une très jolie écriture. Ce sont à peu près les seules qualités qu'il peut mettre en avant, étant donné qu'il n'a jamais terminé vraiment ses études. Mais son souhait, c'est de rentrer en France, parce que comme il ne peut pas faire fortune au Mexique comme il espérait, ce qu'il veut, rentrer en France, rentrer en Europe pour se rapprocher de sa sœur, pas tellement rentrer en France. Et il finit par obtenir la permission de rentrer en Europe peu avant que les Anglais lèvent le blocus des Amériques. Et sa sœur, avant qu'il rentre, lui expédie des marchandises pour qu'il fasse du commerce, puisqu'en fait, le meilleur moyen de faire fortune aux Indes espagnoles, comme on dit, c'est de commercer avec des cargaisons qui viennent d'Europe et qui se vendent là-bas à très haut prix. Donc sa sœur lui envoie un lot de marchandises à écouler, donc essentiellement des vêtements, des bas de soie, des chemises qui sont très prisés là-bas. Mais François, il n'aime pas le commerce. Il n'a jamais aimé, il a dit à plusieurs reprises, il n'arrive pas à le vendre, il passe par des courtiers pour pouvoir l'écouler, ce qui fait qu'il perd une partie de la marge. Donc il finit par vendre la totalité du stock, et grâce à cet argent-là, il parvient à payer ses dettes, puisqu'il a vécu à crédit au Mexique pendant plusieurs années. Sa sœur, là, au Mexique, elle pouvait difficilement lui faire parvenir de l'argent, donc il a vécu à crédit. Il paye ses dettes, il paye son billet retour pour rentrer en Europe et il repart avec un tout petit pécule. De retour en Europe, il obtient la permission d'avoir un congé pour visiter sa sœur. Donc en 1804, pour la première fois depuis 10 ans, il revient en Roussillon et il retrouve sa sœur. Donc ça, c'est possible puisque Napoléon a assoupli les mesures envers les immigrés. Donc il y a beaucoup d'immigrés qui sont déjà rentrés en Roussillon.
Sa sœur Thérèse s'est mariée à apparemment un petit peu son amour de toujours quand celui-ci est revenu d'émigration en 1801, et François obtient la permission de revenir, alors temporairement, mais il n'a pas fait la demande de revenir de façon définitive, et pour lui de toute façon le retour en France n'est pas à l'ordre du jour, malgré les sollicitations de sa sœur, tout simplement parce qu'il ne connaît rien à la façon de fonctionner de la France. Ça fait des années qu'il vit sous administration espagnole et il s'estime plus compétent pour faire valoir ses services côté espagnol que côté français, alors qu'il ne connaît rien, il n'a pas de connaissances et il ne connaît pas le fonctionnement de l'administration, par exemple. Et une autre raison, c'est que il a laissé une amoureuse à Cadix et qu'il projette de l'épouser, et donc il veut retourner en Espagne pour pouvoir épouser Juanita Lynch. Donc il rentre en Espagne, il a quitté l'armée pour faire plaisir à sa fiancée qui n'aimait pas les militaires, et il cherche du travail à Cadix. Sauf qu'il cherche du travail pendant 4 ans sans en trouver. Donc pendant 4 ans, il cherche, il ne trouve pas. Grâce à sa sœur qui lui envoie un petit peu d'argent et à une pension de militaire, il subsiste tant bien que mal. Mais ce sont vraiment des années très très difficiles à cette époque-là. Et quand il rompt avec sa fiancée pour des raisons que je ne vais pas élucider là, mais qui sont très rocambolesques, il se décide à quitter Cadix et à aller à Madrid en espérant qu'il trouvera un meilleur poste dans la capitale espagnole. C'est ce qu'il fait. Mais dans les premiers temps, ça ne change rien à sa situation. La seule chose qui se produit et qui est positive pour lui dans un premier temps, c'est qu'il fait jouer sa musique à Madrid et qu'elle est extrêmement bien reçue. Ce qui lui fait croire, mais il a tendance à très vite s'enflammer, que grâce à sa musique, il va pouvoir devenir célèbre et gagner sa vie. Ça a duré 2 semaines, je pense, sa petite croyance, et il s'est vite rendu compte que c'est pas grâce à sa musique qu'il allait gagner sa vie, mais qu'il fallait vraiment qu'il trouve un véritable emploi. Et en fait, ce sont les événements politiques qui vont lui venir en aide, si l'on peut dire, puisque le roi d'Espagne, Charles IV, est forcé à l'abdication en faveur de son fils Ferdinand VII, lequel rappelle à son service Miguel de Asensa, le fameux vice-roi du Mexique qui avait suivi François-Paul de Fossa. Et bien Miguel de Asensa, s'il n'a rien pu faire pendant des années pour François, parce que lui-même était en disgrâce, dès qu'il rentre en grâce, il fait appel à lui et il le reprend à son service comme secrétaire. Donc au printemps 1808, ça y est, il a un emploi. Sauf que, là aussi, il y a des événements politiques qui se passent qui vont dans l'autre sens. Joseph Bonaparte, appuyé par son frère l'empereur Napoléon, a décidé de faire main basse sur le royaume d'Espagne. Et si Miguel de Asensa accepte de se mettre au service de Joseph Bonaparte, c'est pas du tout le cas de François de Fossa. Et donc là, il rentre dans une sorte de clandestinité, il s'engage dans l'armée de Castille et il va combattre pendant pratiquement 1 an et demi pour ce qu'il appelle la défense du peuple espagnol. En fait, il se considère, étant lui-même espagnol, il ne se considère plus comme français. Quand il écrit à sa sœur, il lui dit votre empereur, enfin ton empereur, plutôt en parlant de Napoléon, c'est pas le sien, il ne s'inclut plus dans la communauté française. Et donc il se considère comme espagnol et il prend le parti du peuple espagnol contre, entre guillemets, l'envahisseur français. Il est fait prisonnier en janvier 1810 et qui vient à son secours? Son protecteur, Miguel de Asensa. Il le fait libérer et il lui propose à nouveau un poste dans l'administration de Joseph Bonaparte, je vais y arriver. Et cette fois-ci, il accepte. Il dit qu'il a trop regimbé contre l'aiguillon, et donc c'est fini. Maintenant, il rentre dans le rang et il accepte de servir le roi Joseph. Donc Miguel d'Asensa le prend à nouveau sous sa coupe. Il l'accompagne à Paris en 1810, puisque Miguel d'Asensa est chargé d'aller féliciter l'empereur Napoléon de son mariage. Donc François l'accompagne à Paris, il passe environ 6 mois avec lui à Paris, et ensuite ils reviennent tous les deux à Madrid. C'est une période relativement heureuse pour François, puisque pour la première fois depuis longtemps, il a un emploi qui est sûr, même si les événements en Espagne ne sont pas tout à fait calmes, et qu'une fois rentré en Espagne, il a un poste, mais il n'est toujours pas payé. Il était payé quand il était en France, mais quand il rentre en Espagne, il est plus payé.
Et surtout, il y a les troupes anglaises qui battent la campagne pour essayer de renverser le roi Joseph. François est obligé de quitter Madrid avec le gouvernement une première fois pour se réfugier à Valence. Et puis, au début de l'année 1813, il est envoyé avec Miguel de Asenza à Burgos. Sauf qu'ils ne prendront jamais leur poste à Burgos, puisqu'ils sont obligés de battre en retraite avec une grande partie des troupes françaises après la bataille de Vitoria, qui a vu la victoire des troupes de Wellington et qui a mis un fin au règne du roi Joseph. Donc en juin 1813, il se retrouve avec le statut de réfugié espagnol en France. Donc, ce qui est assez paradoxal, il a cessé d'être un émigré français vivant en Espagne pour devenir un réfugié espagnol vivant en France. Et il va vivre cette vie de réfugié espagnol à Paris avec son protecteur Miguel de Asenza, qui lui a tout perdu. Tous ses biens ont été confisqués côté espagnol et il a été condamné à mort par contumace. Donc, il n'a vraiment plus aucun pouvoir. Et il va encore passer de longs mois à tirer le diable par la queue, puisque le gouvernement met en place une petite pension pour les réfugiés espagnols, mais c'est tout ce qu'il a pour subsister. Il ne trouve pas d'emploi, ça c'est toujours une constante dans sa vie, il a toujours énormément de mal à trouver du travail. Et quand il y a la Restauration, donc quand l'empereur Napoléon est forcé d'abdiquer, on pourrait dire la restauration des Bourbons, c'est à la limite ce qu'attendait François depuis longtemps, sauf que dans un premier temps, la restauration, ça implique une suppression du secours aux réfugiés espagnols, puisque les réfugiés espagnols, c'est ceux qui avaient pris le parti des bonapartistes. Donc dans un premier temps, ça a un effet un petit peu négatif, puis apparemment Louis XVIII accepte de verser à nouveau une petite pension aux Espagnols, mais François n'a toujours pas de travail. L'année charnière de sa vie, c'est sans doute 1815. Ce qui est dommage, c'est que 1815, c'est une année pour laquelle nous n'avons aucune lettre. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, c'est essentiellement basé par les renseignements qu'on trouve dans la correspondance, puisqu'on a un peu plus de 500 lettres échangées pendant 30 ans avec sa sœur. Et en 1815, les lettres ont été détruites, purement et simplement, sans doute pour cacher des informations, compromettantes ou pas, sans doute à l'époque elles étaient considérées comme telles, mais le fait est qu'en 1815, François prend le parti de Louis XVIII lors de la période des 100 jours. Donc quand Napoléon essaye de se rétablir, François prend le parti des Bourbons et il finit par en être récompensé, puisque à l'issue de la seconde restauration, il obtient enfin un poste stable dans l'armée. Alors, c'est un militaire par défaut, il n'aime pas du tout ce genre d'emploi, mais c'est le seul qui lui permette de vivre. Donc, il rentre dans l'armée en 1815 et il en sortira uniquement à la retraite en 1844. Donc, à partir de 1815, on va dire qu'il rentre dans le rang, il a un salaire qui est assuré. Il a toujours un peu une vie d'errance, puisque c'est une vie d'errance de notre type, mais il est obligé de changer de ville de garnison tous les ans à la suite de son régiment. Mais au moins, il a une perspective de vie et la paix retrouvée lui permet également d'évoluer sans souci majeur. La petite ironie du sort, c'est qu'en 1823, avec l'armée française, il va soutenir Ferdinand VII d'Espagne, qui est contesté pour autoritarisme, sachant que c'est Ferdinand VII d'Espagne qui lui a empêché son retour en Espagne une fois qu'il a été rétabli. François n'espérait qu'une chose, c'est que Ferdinand VII pardonne aux bonapartistes, et lui, il voulait retourner vivre en Espagne. C'est-à-dire qu'en 1813-1814, son grand espoir, c'était d'être pardonné d'avoir servi le roi Joseph pour pouvoir retourner vivre en Espagne. Il se considérait comme espagnol et il disait, si on m'en laisse le choix, je mourrai espagnol. Donc Ferdinand VII l'ayant banni avec tous les anciens serviteurs du roi Joseph, il a été contraint de rester en France, et en 1823, comme il est dans l'armée française et que c'est ce qu'on lui demande, il est obligé, c'est son devoir, de partir en Espagne pour aider à rétablir le monarque qui non seulement l'a banni, mais qui en plus représente ce que lui n'aime pas. C'est-à-dire qu'il représente l'autoritarisme et François est contre ce type de gouvernement.
C'est à l'issue de cette campagne qu'il peut faire valoir aussi ses qualités. Il parle couramment à la fois le catalan et l'espagnol, ce qui est un atout très important dans la campagne d'Espagne. Et cela lui vaudra sa première promotion. Il devient chef de bataillon à l'issue de la campagne. Et également, il est décoré côté espagnol par l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne et côté français par la Légion d'honneur. Donc c'est vraiment cette campagne qui est, alors on peut pas dire le couronnement de sa carrière, parce qu'il a une longue carrière par la suite, mais c'est son fait d'armes le plus important. Par la suite, on ne sait pas trop quelle est sa vie, tout simplement parce que sa sœur meurt en 1823 et qu'avec la mort de sa sœur, on n'a plus de lettres. Donc on rentre dans une période qui est un peu moins bien connue. Et si j'ose, je dirais moins intéressante aussi, hein, puisque si pendant les 20 premières années de sa vie, il a été ballotté d'un pays à un autre et confronté à des événements politiques qu'il a subis ou auxquels il a participé, à partir de 1815, il est rentré dans le rang et il n'y a rien de fondamental qui se produit. C'est un militaire dans l'armée. Le seul moment qui pourrait être intéressant de découvrir, c'est comment est-ce qu'il a réagi en 1830 lors des journées de juillet. On a un petit élément là-dessus, puisque écrivant au roi Louis-Philippe, il dit qu'il a pris le parti des journées de juillet. Donc c'est quand même aussi là un élément intéressant. Ça n'a pas eu d'incidence sur sa carrière, ni en bien, ni en mal, on va dire, mais cet événement allait dans le sens de ses opinions politiques. Donc, après le retour de la campagne d'Espagne, il se marie, il a des enfants, 3 enfants en tout, et quand il choisit de partir à la retraite, il s'installe à Paris. Donc il ne revient pas en Roussillon, il s'installe à Paris et il y décède quelques années plus tard, en 1849. Donc ça, c'est très rapidement, c'est les grandes étapes de sa vie, si on peut dire. C'est aussi une manière de montrer comment est-ce qu'il s'inscrit dans l'histoire européenne de cette époque-là. C'est-à-dire qu'il est très représentatif de ce qui s'est passé à la fois en France et en Espagne durant cette période, puisque suivant, on peut le suivre. Vous verrez peut-être la frise en bas dans l'exposition. Si on compare son parcours à celui des régimes politiques de la France et de l'Espagne, on voit bien de quel côté penche son cœur et quels sont ses choix de vie. Puisqu'il est... Alors une victime, c'est un grand mot, mais il a suivi des choses dont il n'était pas le maître, et après il a choisi de s'engager. C'est lui qui a choisi de s'engager aux côtés des forces contre-révolutionnaires, et c'est lui qui a choisi de s'engager une première fois pour défendre Ferdinand VII, et après de se mettre au service de Joseph Bonaparte. Donc il a fait des choix dans sa vie, mais ce sont quand même les événements politiques qui l'ont guidé là-dedans. Ce qui est intéressant après, c'est que donc, cette correspondance, en plus de nous donner des informations très factuelles, où est-ce qu'il était, à quel endroit, pourquoi faire, va aussi nous permettre de savoir un petit peu ce qu'il pense et ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un domaine un peu plus intime, un peu plus personnel. Je n'aborderai pas du tout les questions musicales, puisqu'on va avoir des interventions là-dessus tout à l'heure. Pour cette raison-là, et aussi pour une autre, qui est qu'il en parle très très peu dans la correspondance. La musique est très importante dans sa vie, il en parle relativement peu dans sa correspondance. Donc il faut vraiment lire entre les lignes pour le découvrir. Et ça s'explique aussi par le fait que la majorité de ses compositions ont été éditées après la mort de sa sœur. Et comme je vous dis que ce sont ces lettres qui sont la source principale, malheureusement, ce qui s'est passé après la mort de sa sœur, ça reste encore à découvrir. Par ailleurs, il a une vie amoureuse très très tumultueuse et très très mouvementée. Vous en aurez un aperçu cet après-midi par le biais des lectures théâtralisées. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est vrai que quand on suit son parcours, il émigre quand il est très jeune. C'est un jeune homme très fougueux, très enthousiaste, très prompt à tomber amoureux.
Et malheureusement pour lui, tous ses espoirs de mariage tombent à l'eau les uns après les autres. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que finalement, il finit par épouser, alors qu'il est déjà très âgé, il finit par épouser une jeune femme, beaucoup plus jeune que lui, après la mort de sa sœur. Donc sa sœur qui est vraiment la figure féminine la plus importante de sa vie. Sa sœur, c'est un peu sa mère, je vous ai dit, il a perdu sa mère, il avait que 11 ans, donc on peut supposer que quand même sa sœur a joué, et une figure maternelle très importante. C'est sa confidente, c'est sa meilleure amie, et quelque part c'est l'amour de sa vie. Donc après le mariage de Thérèse, ça se corse un peu parce qu'il y a le beau-frère qui rentre en ligne de compte. Donc les relations, sans être moins passionnées, sont exprimées différemment, puisque sa sœur, elle, s'est mariée alors que François est toujours célibataire. Donc il se marie sur le tard. Et cette correspondance, elle nous permet également de saisir un peu à la fois quelles étaient ses opinions et comment est-ce qu'elles ont évolué au fur et à mesure des événements auxquels il a été confronté. Donc quand il est parti, quand il a immigré en 1793, ses idées c'était celles qu'on lui avait inculquées, ou c'était celles de son milieu d'origine, donc du milieu dans lequel il avait évolué. Et ces idées, elle change, alors pas radicalement. À un moment donné, il dit qu'il devient républicain, mais c'est plutôt une boutade qu'autre chose. Il n'est absolument pas républicain, il n'a jamais été. Mais il a des idées très très arrêtées sur ce que doit être le régime politique, et notamment le régime politique français. Alors que sa sœur, quand il y a le rétablissement des Bourbons, elle est tout feu tout flamme, c'est extraordinaire. Lui, il reste très prudent et il dit à sa sœur, non, moi je ne veux pas le rétablissement des Bourbons pour le rétablissement des Bourbons. Moi, ce que je veux, c'est une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Donc, et ça, il y revient beaucoup dessus, ce qui du coup ne surprend pas son attitude au moment de la Révolution de Juillet. Charles X, on sait très bien qu'il avait une tendance autoritariste, et ça, c'était pas quelque chose que François de Paul de Fossat appréciait. Donc il a servi parce qu'il était dans l'armée, mais je pense qu'il a vu aussi avec un certain soulagement le renversement de Charles X et après la monarchie de Juillet. Mais là aussi, c'est mon interprétation. Ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que on voit dans quelle mesure ces événements politiques ont transformé un destin qui aurait pu être tout tracé. François, il aurait dû devenir, comme son père, comme son grand-père, un juriste roussillonné. Alors de quelle envergure, difficile de le savoir, mais il aurait dû devenir un juriste, un registre roussillonné. Et le fait est que, à cause ou grâce à son émigration, il a élargi son esprit, il a élargi son point de vue, et il est devenu en définitive très critique sur la société qu'il a vu naître. La première chose qui est importante, c'est qu'il est polyglotte. Il est vraiment polyglotte, c'est-à-dire que il parle français et catalan, ce sont ses langues maternelles. Surtout le catalan d'ailleurs, peut-être plutôt que le français, puisque sa sœur parle français à ses propres enfants. Alors ce qu'il y a, c'est que la mère de François de Paul de Fossat, elle était d'origine française, c'est-à-dire qu'elle n'était pas roussillonnaise. Donc la langue maternelle de la mère de François de Fossat étant le français, on peut supposer que le français et le catalan sont ses langues. Enfin, le français serait sa langue maternelle et le catalan serait sa langue paternelle, si on va aller comme ça. Il a appris l'espagnol. Alors je ne sais pas dans quelle mesure il avait appris avant d'émigrer, mais le fait est que dès son émigration, il se met à l'apprentissage de l'espagnol et il en vient à le parler aussi bien, voire mieux qu'un espagnol natif. Et il apprend également l'anglais. Donc ça, c'est un apprentissage qu'il fait tout seul et en prenant des cours. Et il envisage même, en 1814, d'aller vivre en Angleterre. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas... alors sans dire qu'il n'est pas attaché à son pays, il considère que son pays, c'est le pays qui lui donne à manger. Donc il dit très clairement, si j'ai du pain en Angleterre, je deviendrai anglais. Et finalement, il ne part pas. Donc il est très cosmopolite, il a vécu dans plusieurs types de sociétés, et en définitive,
il est très critique envers le Roussillon, il est très critique envers le catalan. C'est-à-dire qu'il écrit à sa sœur, mais ne parle pas catalan à tes enfants, parle-leur français, parce que le catalan est un maudit baragouin, incompréhensible dès qu'on sort de la province, donc parle-leur français. Il veut également que sa sœur envoie son fils étudier ailleurs qu'à Perpignan, parce que pour qu'il ait une autre ouverture d'esprit et qu'il ait une éducation peut-être aussi de meilleure qualité. C'est comme ça qu'on l'entend. Donc, et en définitive, il avoue très clairement que la seule chose qui le rattache à Perpignan, c'est sa sœur. Et après le décès de sa sœur, c'est la famille de sa sœur. Ce qui explique aussi sans doute qu'il n'est jamais revenu vivre ici, alors qu'il en aurait eu la possibilité à la fin de sa vie. Il n'est jamais revenu vivre ici. En revanche, sa fille a été éduquée ici par sa nièce. Donc il a les liens avec la région natale sont maintenus, puisque ces enfants viendront visiter leurs cousins à Perpignan de manière assez régulière. Et pour terminer, ce que j'essaye de prouver, et j'espère que j'y parviens assez, c'est que en dehors du simple fait que ce soit un compositeur de guitare dont je ne me prononcerai pas sur les mérites, puisqu'il y a des gens plus expérimentés pour en parler, quand bien même il ne serait pas ce compositeur de guitare classique que l'on redécouvre aujourd'hui, il est un personnage historique intéressant. C'est-à-dire que cette correspondance que nous conservons ici nous donne à voir le parcours d'un homme au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, qui est tout à fait en phase avec l'histoire politique européenne de ce temps-là. Et quand bien même on viendrait à occulter complètement l'aspect musical de sa vie, ça reste tout de même un personnage très très intéressant, et un personnage qui se qualifie lui-même de triste jouet inconstant de la fortune volage. Donc ça, c'est dans les tristes heures de sa vie qu'il écrit ça, parce que vraiment il se voit confronté à des luttes entre les États européens, entre des luttes entre des systèmes politiques différents, et lui il est au milieu et il essaye de faire voguer sa barque le mieux possible entre ces différents événements. Donc c'était assez rapide, mais du coup j'ai tenu l'heure, je pense. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter l'exposition qui est en bas, et également à consulter le catalogue de l'exposition qui est ici, qui est également en vente dans le hall quand vous sortirez, et qui en plus donc, de creuser ces aspects-là, vous livre un extrait de la correspondance. Donc j'ai dit il y a plus de 500 lettres, donc il y en a moins d'une centaine qui ont été transcrites, donc par mon collègue Nicolas Panavière qui est là-bas, et qui pourront aussi vous donner une idée du style dans lequel il écrivait, parce que c'est quelque chose que je n'ai absolument pas abordé, mais il a indéniablement un style d'écriture tout à fait particulier et intéressant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces deux présentations très riches. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Je demanderai des éclaircissements. Non, pas du tout une question, mais alors je découvre le personnage. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire et nuancée. Mais je crois que la confrontation du père et du fils est extrêmement intéressante, dans la mesure où l'un a bénéficié d'une stabilisation, des conditions de stabilisation, et l'autre est confronté à la déstabilisation. Il y a quelque chose qui est fascinant, et on voit un peu capitaliser, je dirais, de réelle qualité. Être professeur de droit à 20 ans est tout à fait étonnant, et puis il persévère. Et le fils, il le dit, qui est ballotté. Qui est ballotté et qui est dans l'incertitude absolument en permanence. Et c'est assez fascinant. Là encore, ce que disait Nicolas Marty en parlant, les parcours de vie
sont quand même des révélateurs tout à fait intéressants. Et à partir d'un individu, il ne résume pas une période, mais je crois que ça permet d'entrer véritablement dans des périodes. Et là, on a vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Jacques Quéralt, je me suis intéressé à ce personnage, donc j'interviens à ce titre. Tout d'abord, par rapport au prénom, l'hésitation entre François et François de Paul. Le problème, ça se complique, parce qu'il y a le petit-fils qui s'appelle François de Paul aussi, et qui est peut-être des trois, au niveau de la perception contemporaine, le plus connu, du fait de sa relation au patrimoine, à Vincennes et au patrimoine. Bon, c'est simplement, il fallait le dire, parce qu'il y a toute une dynastie de François de Fossat. Parce que vous avez parlé du père, mais il y a aussi un grand-père, et qui n'était pas mineur au niveau de l'université de Perpignan déjà. Donc ça a beaucoup de choses. Alors, je voudrais apporter un complément d'information sur un personnage qui est souvent cité, de notre côté, en le dévalorisant peut-être un peu trop, ou peut-être en ne connaissant pas suffisamment le rôle qu'il joua effectivement et la personnalité qu'il fut. C'est Dazanz, c'est-à-dire le protecteur, le deuxième père, dit-il lui-même, mon deuxième père, Azanz. Azanz, c'est un personnage considérable, et c'est un ami de sa sœur. Une relation, Manuel de Sia, le beau-frère, etc., aussi. Mais Manuel d'Azanz, je crois qu'il faut le dire, le professeur Larguier l'a évoqué tout à l'heure, la dimension, la relation à la maçonnerie. Bon, si on veut comprendre, D'Azanz, c'est le grand patron de la maçonnerie, à travers et grâce à Bonaparte, qui est l'autre grand patron de la maçonnerie. Donc il y a énormément de choses qui vont s'expliquer à partir de ce réseau. Et François de Fossat va continuer à être protégé. C'est pour ça que D'Azanz peut sauver la vie de Fossat lorsqu'il est... Enfin, il est fait prisonnier à Grenade. Donc, je trouve que ce personnage-là, on le réduit un peu trop. On en fait une sorte de figure contemporaine du collaborateur, puisqu'il s'est rallié à l'envahisseur. Et à partir de là, voilà, il y a toute une dimension de caractère politique qui va expliquer le positionnement peut-être de François de Fossat. C'est un centriste dans le grand débat de l'époque qui concerne les Lumières. Et monsieur le professeur Larguier est peut-être allé un peu trop rapidement en établissant cette coupure entre le Nord et le Sud. Je pense qu'il y a toujours eu des relations et des influences à partir du moment où les Lumières se mettent en place. Et avec Madrid, et justement avec Perpignan, à travers justement ces loges où il y a des rencontres entre militaires des deux côtés. Oui, ça m'intéresse. Très simplement, un complément, il y a énormément de choses, je ne vais pas du tout accaparer, j'étais trop long. Mais ce que vous dites est extrêmement important pour dire, là encore, comment les choses se font. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, qui est à peu près la suivante et qui va, bon, il faudrait démêler tout ceci. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles la franc-maçonnerie et les Lumières fonctionnent en Roussillon, c'est en raison de ce fait, c'est que, et souvent ce n'est pas compris, dans le royaume de France, il n'y a plus l'Inquisition. Et elle n'y est plus pour une raison, le XIV ne la supprime pas. On laisse mourir le dernier inquisiteur, puis on ne la remplace pas. Et ceci est absolument fondamental. Le roi de France est absolu, c'est pas du tout ce que souvent, absolu, c'est-à-dire qu'il est délié de tout lien à l'égard de la noblesse, à l'égard du pape et de l'empereur. Donc, qu'il y ait une autorité qui empiète sur les libertés, ce n'est pas possible. Or, tant qu'il y a l'Inquisition en Espagne, elle bride. Une fois qu'il n'y a plus l'Inquisition, ou qu'elle a moins, là, les relations peuvent s'établir. Et
Et c'est pour ça que, bon, c'est un facteur dont j'aurais pu parler, il y en a plusieurs. C'est finalement très complexe. Enfin, non pas complexe, c'est passionnant de voir tous ces jeux, mais vous avez entièrement raison de dire, la franc-maçonnerie permet, ce sont des ponts. Ce sont des ponts, à un moment donné, et qui jouent dans tous les sens. Et qui expliquent, je dirais, beaucoup de relations, y compris familiales. Hein. De tout bord. Mais c'est ça. Donc je remercie Jacques Caral qui a fait une biographie récemment sur François de Fossat. Alors, vous êtes intéressé en tout cas à cette question-là particulièrement. Bon, écoutez, je vais être extrêmement directif. On va faire maintenant la pause et je voudrais qu'on reprenne vraiment à l'heure parce que le programme est chargé pour la deuxième séance et c'est donc très important de pouvoir écouter dans son ensemble ce qui se fera tout à l'heure. Voilà, je vous remercie, à très vite, tout de suite. Le discours sur François de Paul de Fossat. Bon, à la fin, vous avez dit que sa fille avait été élevée par sa nièce. J'aurais voulu avoir des explications. Pourquoi ? Alors, pourquoi elle aurait été élevée par sa nièce ? J'ai pas de certitude là-dessus, hein, mais une des premières hypothèses, c'est que on est sûr que dans les premières années de sa vie et de sa vie de couple, François a changé de garnison, accompagné de sa femme et de ses enfants. Et on le sait très bien parce que il n'y a aucun de ses enfants qui est né au même endroit, ils sont tous nés dans des villes de garnison. Donc on peut penser que pour permettre à ses enfants d'avoir une scolarité dans un même lieu, il y a une certaine stabilité, il a confié sa fille à la sœur. Il a confié sa fille à la fille de sa sœur, donc puisque elle était déjà âgée, elle avait une vingtaine d'années à l'époque où elle a reçu Cécile de Fossat chez elle. Cécile de Fossat, il serait resté quelques années à Perpignan et ensuite François a obtenu qu'elle soit admise à une école à Saint-Denis qui est réservée aux enfants titulaires de la Légion d'honneur. Donc c'était, je pense, à la fois un moyen d'assurer une stabilité à sa fille et également, sans doute, un moyen de lui permettre d'être éduquée par la fille de sa sœur chérie. Enfin, ça aussi, il y avait un lien très fort entre François et sa sœur, et le fait que sa propre fille soit élevée par la propre fille de sa sœur, on peut penser que ce soit aussi un élément important.